Quel avenir pour l'humanité? Quel avenir pour l'humanité? Des leviers de vitalité. Posé dès 2015 face au transhumanisme, à l'IA, à ChatGPT et à la fascination numérique, il est temps de nous poser la question de ce que nous souhaitons comme humanité actuelle et à venir. C'est en clarifiant qui nous sommes et vers quel type d'humanité nous souhaitons nous diriger que nous pourrons prendre les décisions pertinentes pour aujourd'hui et demain. Altercop a tenté de répondre à cette question en interviewant de nombreux acteurs aux profils divers afin d'apporter, comme un kaléidoscope, leur regard pluriel sur cette question centrale. Bonjour Jean-Joseph. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de ta biographie et ce qui t'a amené à tes centres d'intérêt et tes recherches? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Biographie, difficile à dire, je ne suis pas mort encore. Bon, pour l'instant, ce que je sais, c'est que quand j'ai eu 18 ans, le hasard a fait que je suis allé en Tunisie à l'invitation d'une partie de ma famille pour m'occuper de camps de vacances dans la banlieue de Denden, de Tunis. Ça s'appelait Denden, Kasr Saïd. Et j'y ai passé 2 mois qui m'ont beaucoup marqué parce qu'il suffisait de traverser la Méditerranée, dans le sens France-Méditerranée, mais à l'époque on le faisait en bateau, et on rentrait dans un univers sous-développé, grande pauvreté. La Tunisie de l'époque, fin des années 70, c'était très pauvre. J'y suis retourné l'année suivante, et je crois que ça m'a donné ce virus, d'aller voir en dehors de l'Occident, en dehors de l'Europe, comment ça se passait. Et puis, quelques années après, un autre hasard, en 81, m'a amené en Inde. Destination qu'avait choisie plutôt mon épouse pour fêter une agrégation qui s'était bien passée. Et on y est resté 2 mois, uniquement dans le sud, prendre des bus, des trains locaux, etc. C'était aussi déjà ce que j'avais appris en Tunisie, à faire vivre avec les gens et pas vivre en offshore, d'hôtel en hôtel. Et les images étaient non pas choquantes de manque d'humanité, de difficultés de vie, etc. Il y avait ça, la lèpre notamment à Chennai, et anciennement Madras, était prévalente encore. Mais surtout, j'ai vu pour la première fois, beaucoup plus qu'en Tunisie, le décalage entre l'aspect humaniste donné de ces pays dits pauvres, et puis, au contraire, une énergie extraordinaire, un humanisme très profond des gens, ce rapprochement immédiat qu'on pouvait avoir, cette idée d'une communauté de destin aussi. Et suite à ça, pour des raisons professionnelles, étant économiste, j'ai fait un choix qui était de dire, moi je veux me spécialiser sur ce qu'on appelle aujourd'hui des économies émergentes, qu'on appelait le tiers-monde à l'époque. Et je suis retourné en Inde assez régulièrement, de longs séjours, puisque j'ai fait ma thèse. Et à partir de l'Inde, j'ai voulu découvrir la Chine également, non pas sous l'œil justement des maoïstes qui en France avaient beaucoup marqué la vision qu'on avait de la Chine, mais sous un angle qui était celui de l'Inde en fait, qui était les gens, comment ils vivent, etc. Et pendant 20-25 ans, j'ai sillonné toute l'Asie, à partir de l'Inde, qui a toujours été un peu mon bureau asiatique et qui me permettait d'éviter un peu cette comparaison permanente qu'on a vis-à-vis de la France, modèle du développement. D'accord. Donc ça a été des rencontres de cœur, d'intérêt, un cadre de référence différent. Et du coup, ça t'a donné le goût de les explorer. Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Qu'est-ce que sont ces pays émergents? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Quand on regarde quand même, 30 ans c'est beaucoup, quand on regarde avec ce recul de 30 ans, quelque chose qui est quand même impressionnant, c'est la Chine est devenue la première économie du monde, devant les États-Unis, l'Inde est en train de rattraper à toute vitesse, ça sera le taux de croissance le plus rapide, mais au-delà des chiffres, ces 2 pays et tout un ensemble d'autres, bien sûr, ont connu des transformations majeures. Ils ont fait, en l'espace de 30 à 50 ans, ce que le monde occidental, en tout cas européen, a fait en 2 siècles. Donc ce sont ces transformations qui me frappent. Urbanisation, bien sûr. Delhi était une ville où il y avait encore des vaches partout, etc. Aujourd'hui, c'est des embouteillages de voitures monstres. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce bouleversement qu'il y a eu
connu. Dans quelle mesure il n'est pas pour ces pays le signe des deux ères qu'ils mettent toujours en avant, la Renaissance, c'est-à-dire la Renaissance chinoise, la Renaissance indienne, c'est-à-dire des vieilles civilisations qui sont passées dans la trappe de l'impérialisme au XIXe siècle et qui, à partir du moment où ils se sont pris en charge eux-mêmes, donc c'est pas vieux, 47, 49, eh bien, ont été capables de faire face à tout un ensemble de défis du développement. Et puis le deuxième ère, c'est un peu la revanche. Qu'on le veuille ou non, ces pays, à chaque fois que j'y suis, et j'y suis bien d'ailleurs, voient le monde occidental quand même comme celui qui a été à l'origine de leur 19e siècle et jusqu'à la moitié du 20e siècle dramatique. La guerre en Chine, la colonisation britannique a peut-être apporté à l'empire des richesses monstrueuses, à certaines castes, groupes d'affaires aussi, mais pour l'ensemble du sous-continent indien, c'était absolument terrible. Et donc, une sorte de revanche, c'est-à-dire, vous voyez, quand on se prend en main, nous, voilà ce dont on est capable. Alors, c'est pas le développement équilibré qu'on souhaiterait parfois, mais enfin, le fait est qu'ils sont en train de prendre un essor, une place dans l'économie mondiale, et au-delà de l'économie mondiale, je pense, d'images que l'on peut avoir de ces civilisations, dans le passé, oui, mais aussi demain. Ils veulent être à la pointe du monde du XXIe siècle. Quelque part, ça nous donne une leçon de résilience pour nous, l'Occident. Résilience dans quel sens ? Dans le sens où, justement, il y a eu ces souffrances-là, ces traumatismes, de se vivre alors que c'était des cultures merveilleuses, enfin, elles le sont toujours, mais historiquement, que l'impérialisme ou l'isolation qu'a eu la Chine les a conduits à être vécu par l'Occident comme étant pas tout à fait aussi développés pour ces deux pays-là. Et donc, ça pourrait nous donner à nous une leçon de résilience, puisque là, pour le moment, on est plutôt d'émergents qu'émergents ou que réémergents. Alors, leçon, oui, parce que ce qui donne de l'épaisseur au monde indien, au monde chinois ou au monde africain, que je fréquente depuis quelques années, c'est précisément ce proverbe africain, quand tu veux savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Ces pays-là, il y a un autre proverbe très beau africain d'ailleurs, qui aussi explique cette résilience. Les Africains ont de l'image avec les lions très fréquemment, donc c'est le jour où les lions auront leur historien, les récits de chasse ne tourneront plus à la gloire des chasseurs. Les chasseurs, nous les Européens, ils se sont emparés, et c'est très net depuis une trentaine d'années, de leur civilisation millénaire. L'Afrique, c'est plus de 2000 ans, l'Inde aussi, la Chine aussi. Et ils ont été chercher dans cette civilisation, dans cette histoire, avec les aspects positifs, négatifs, bien souvent c'est masqué, bien évidemment, mais ils ont été chercher les forces de cette énergie, aujourd'hui, du renouveau. Alors, des fois, on appelle ça du nationalisme, du chauvinisme, etc. Mais il faut bien comprendre que quand la Chine va extirper comme ça 2500 ans, la création de la Chine moderne, cet empire Chine qui crée l'unité des différentes provinces, quand l'Inde va chercher dans ses vieux textes, pas seulement les sutras du yoga, mais aussi dans des textes comme l'Arthashastra ou les fables du Panchatantra, quand l'Afrique va chercher dans sa tradition orale des griots, ses histoires des rois, il faut savoir que l'Afrique, au XIVe siècle, avait des empires extrêmement riches et cultivés. Eh bien, c'est ça qui leur a donné cette force de revenir sur les devants de la scène du monde et d'exiger le droit à exister, à être écouté, avec aussi la masse qu'ils représentent, 1,5 milliard d'habitants en Chine, en Inde, en Afrique. Les Français sont gentils, mais bon, voilà, ils font 60 millions d'habitants et ils cherchent parfois un peu à se comparer à ces énormes bateaux. Donc c'est cette notion de civilisation qui est très intéressante, je trouve, pour expliquer leur résilience. Et je pense que dans les crises successives qu'on vit, nous, alors on va peut-être pas revenir sur les raisons de ces crises, mais
il y a quelque chose qui fait que notre modernité, notre technologie nous a rendus hors sol, pour reprendre les termes de Pierre Rabhi. Et du coup, il y a un tel engouement pour la technologie qu'on ne veut plus regarder l'histoire, on ne veut plus regarder le patrimoine. Et je pense que nous pouvons nous appauvrir de ça très, très fortement, tandis que ces pays-là sont avec toute la force que tu dis, mais justement en sachant faire le lien avec leur histoire, leur mémoire, leur tradition. Donc je me dis, il y a peut-être là à apprendre d'eux, puisqu'on est quand même dans une arrogance occidentale toujours, à supposer qu'on est les seuls à avoir le modèle et qu'on continue à l'imposer. La preuve, c'est qu'ils en veulent pour leur propre croissance. Mais on oublie ce que tu viens de dire, c'est que même s'il y a une ouverture, une envie d'avoir une croissance équivalente à la nôtre, en tout cas celle qu'on a eue, ils la colorent autrement, ils la gèrent autrement, ils la gèrent avec leur unicité. Tout à fait. L'Occident, s'il faut l'appeler comme cela, on a l'impression que son histoire commence avec la révolution industrielle, même si on parle des rois, François Ier, etc. Mais enfin, fondamentalement, on l'a fait dater du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est là qu'il y aurait eu l'état de droit, la révolution industrielle, l'essor économique. Et la modernité. Voilà. Et donc, on a une histoire extrêmement courte. Alors, on va parfois chercher, bien sûr, donc je parlais de Charlemagne, de François Ier, on n'est pas idiot en termes de culture historique. Mais en réalité, on voit bien un dualisme complet, un fossé complet entre ce qui est, on va dire, les traditions occidentales revendiquées, d'héritage grec, par exemple, voilà, tradition philosophique, scientifique aussi, on prétend que ce sont les Grecs qui ont tout inventé, une science moderne. Et puis, on voit un énorme saut de puce jusqu'au XVIIe siècle, et entre les deux traditions, une assez faible continuité. Comme nous dit Onfray, par exemple, dans son livre sur le cosmos, sur le fait que l'homme s'est séparé de la nature. Ça, c'est le monde moderne qui a créé, le monde occidental moderne, qui a créé cette coupure extrêmement importante. L'avantage de ces pays-là, de ces mondes-là, africains, chinois, indiens, c'est qu'ils n'ont pas cette coupure parce qu'ils n'ont pas eu ce moment de domination du monde dans la période 18e, 19e siècle. Même la Chine, qui avec Mao s'est quand même beaucoup coupée de ses racines traditionnelles, philosophiques, spirituelles et autres. Oui, mais qu'est-ce que c'est 30 ans? Même pas 30 ans. Mao, il prend le pouvoir en 1949 et en 1972, il est déjà quasiment out. Donc, 25 ans, c'est pas grand-chose par rapport à l'histoire de la Chine. Et quand je vais en Chine, je suis surpris de voir encore, dans la façon dont les gens font tous les matins leur gymnastique, le tai chi, dans la pharmacopée traditionnelle, dans leur mode de vie. Et pourtant, les images qu'on a de la Chine, c'est la pollution gigantesque, les embouteillages, etc. En fait, non, dans l'intérieur, les Chinois sont bien dans l'histoire longue de la Chine. Mao, c'est un empereur parmi d'autres. Ils n'en ont pas eu qu'un empereur, ils en ont eu une centaine. Et quand on va en Inde, on retrouve on a le même phénomène, c'est-à-dire à la fois la période récente, les icônes de type Nehru, etc. Mais l'Inde vit à l'âge de son, non pas siècle, millénaire. Des 2-3 millénaires passés. Et ce qui me frappe en Afrique, c'est d'avoir finalement découvert le même processus. Ils vont chercher, dans leurs racines très profondes, ce qui est leur raison d'être aujourd'hui. L'Occident, non. C'est vraiment cette image dont tu parlais, on est devenus les plus forts, notre modèle est le meilleur, et en fait, ça se résume à une période de l'histoire très courte. C'est 2 siècles d'histoire. Et avec cette modernité, on a le capitalisme qu'on connaît, donc avec son évolution dérégulée vers les marchés, enfin, tout ce qui nous amène à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais aussi, ce que tu dis, c'est effectivement cette coupure avec le vivant et cette coupure avec la spiritualité qui s'est continuée jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État, fait qu'on est hors sol sur plein de domaines, en termes de sens, de transcendance, de reliance au vivant, etc. Alors que tu dis que ces 3 grands pays sont trouvent le moyen de s'approprier la modernité et tout ce qui va avec leur tradition et avec une spiritualité. Alors, si on définit la spiritualité comme, non pas la religion au sens où on l'entend nous,
Et effectivement, c'est deux choses très différentes. Relégarer, c'est réunir, c'est créer des églises. C'est ça la religion. La spiritualité, c'est considérer que ce qui, pas nécessairement domine d'ailleurs, hein, mais que l'homme doit marcher sur ses deux jambes. Il y a un esprit, c'est quand même ça qui est déterminant dans les choix qu'il fait, dans les orientations qu'il va suivre, et puis il y a la vie matérielle. Quand on parle de la Chine d'aujourd'hui, on dit les Chinois sont tous des matérialistes, et non, pas du tout. Ce qui me frappe au contraire, c'est leur très grande spiritualité au sens où je l'ai entendu, c'est-à-dire ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le raisonnement, dans les choix éthiques, moraux que l'on va faire. On a beaucoup parlé du retour de Confucius en Chine. En réalité, c'est pas seulement Confucius qui est poussé par les autorités, mais il y a bien d'autres philosophes. Lao Tzu est extrêmement populaire, bien sûr. Et quand on lit Lao Tzu, qu'on lit les philosophes indiens du 10e, 9e, 10e siècle, on a moins de philosophes en Afrique, mais on a une philosophie qui date également de cette période-là. On voit qu'effectivement, ils convergent, ces trois ensembles, vers une intégration de la prospérité matérielle, mais aussi le respect des traditions. Ce sont des sociétés extrêmement conservatrices, contrairement à ce que l'on pense. On n'a pas cette modernisation à tout prix que l'on a en Europe et aux États-Unis, encore plus qu'ailleurs. Et le troisième, c'est dans les rapports entre les gens, le fait que ce ne sont pas des marchandises, ce sont des gens. C'est-à-dire que comme ils ont vécu très rapidement cette transition de la société traditionnelle à la société moderne, ils ont encore, peut-être que ça disparaîtra, mais ils ont encore le lien du village. Donc le voisin compte. Quand je vais en Chine, dans ces grandes tours où on a l'impression que tout est anonyme, non, pas du tout. Le lien avec le voisin compte parce qu'on a encore cette culture du village. Donc tu es assez spécialiste et de l'Inde et de la Chine et de l'Afrique. Et quelle pourrait être leur vision du monde? Comment ils voient les 20-30 prochaines années? C'est ça. Ils ont une grande confiance. C'est confirmé par les sondages, pas de 1000 personnes, mais de 10 000, 30 000 personnes à l'échelle de ces continents, fait par le Pew Institute aux États-Unis, qui est considéré comme une source assez fiable de l'état d'esprit, de l'opinion. Donc ce qui frappe, c'est cette grande confiance qu'ils ont, et notamment que la jeunesse a, et qui ressemble un peu à ce qui a pu se passer en France dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Simplement, on voit bien qu'ils ont à la fois une grande confiance dans leur capacité de décollage, notamment en Afrique, c'est très très net. On regarde la Chine, et les Africains aujourd'hui disent maintenant c'est notre tour. Quant aux Indiens, le taux de croissance cette année 2015 va être supérieur au taux de croissance de la Chine. Ça va être une fête nationale au moment du festival de Holi, j'en suis persuadé. En même temps, ils sentent bien qu'ils ont des défis monstres en face. Notamment, bien sûr, plutôt d'ailleurs, les autorités. Pour ce qui est de ces défis, le terme revient tout le temps, la soutenabilité de leur modèle de développement et de croissance. Parce qu'ils arrivent à la table du festin, on leur dit il n'y a plus de pétrole, le charbon pollue la planète, le cuivre, les matières premières, non, vous ne pourrez pas vous appuyer là-dessus pour vous développer. Donc ils ont ça en face d'eux. Alors, ils pourraient en tirer des leçons très pessimistes. Et en fait, non, c'est assez intéressant de voir comment ils saisissent ces défis comme autant d'opportunités pour aller au-delà du modèle industriel du XXe siècle dans les pays occidentaux. Par exemple, dans le solaire, dans la voiture électrique, dans l'éolien, dans le retraitement des déchets, etc. On voit que ces pays commencent à être à la pointe en réalité. On l'a vu notamment avec le téléphone mobile. Le téléphone mobile, je me rappelle d'une Chine, encore début des années 2000, où il y avait 10% seulement de la population qui était équipée du téléphone mobile. Aujourd'hui, c'est 1 milliard de Chinois qui ont un smartphone, et les autorités essayent de contrôler tout ça, mais les Chinois sont suffisamment rebelles pour ne pas se laisser compter, et donc inventer en permanence des moyens de contourner les contrôles de la muraille du mobile, de l'Internet. En Afrique, taux d'abonnement au téléphone mobile quasiment identique à celui de la France maintenant. Donc,
défis gigantesques. En même temps, ils saisissent ces défis pour dire « Regardez-nous ce qu'on va faire, on va vous dépasser ». Et d'une certaine façon, c'est tout à fait crédible. Pour la population, le défi principal, l'inquiétude principale, c'est celle de l'emploi. Et là, l'Occident ne se rend pas compte du défi que ces pays ont. Au moment de la révolution industrielle, on estime que le quart de la population active britannique va immigrer, et notamment aux États-Unis. Et c'est le cas en Italie, mais c'est le cas aussi en France, moins quand même, parce que la démographie française était moins explosive que dans d'autres pays. Mais il y a eu des Européens qui sont partis dans le monde entier. La colonisation n'a pas seulement été la prise de conquête de territoire, c'était aussi une poussée dehors d'un excès de population. Et le problème, c'est que la Chine, l'Inde, voire l'Afrique, sont aujourd'hui dans un espace relativement clos. Les pays riches, là, ils érigent des barrières. Hein, il n'y a qu'à voir ce qui se passe quand il y a quelques milliers d'Africains qui viennent sur les côtes de la Méditerranée. Et donc là, pour eux, c'est leur grand défi. Comment arriver à trouver en interne de quoi donner suffisamment d'emplois à cette jeunesse qui arrive? Alors, en Afrique ou en Inde, c'est aux alentours de 15 millions d'emplois qu'il faut créer chaque année. En Chine, on est en phase de ralentissement, c'est plutôt 7 à 8 millions d'emplois. Mais enfin, en France, quand on a créé 10 000 emplois en l'année 2015, ils sont tout contents. Donc, il faut imaginer le changement d'échelle. Donc, la population, de ce point de vue-là, est assez, non pas inquiète, mais c'est son problème numéro un. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que finalement, la structure familiale, en Afrique ou en Inde, mais aussi en Chine, reste une cellule extrêmement importante parce que c'est au sein de la famille que s'opèrent finalement ces transferts qu'on appelle intergénérationnels. La famille a quasiment disparu. Bien sûr, solidarité. Il n'y a pas de sécurité sociale en Afrique, il n'y en a pas en Inde. C'est la famille qui sert de sécurité sociale. La Chine, il y a une sécurité sociale qui a été mise en place par Mao, mais qui a été relativement démantelée. Et donc aujourd'hui, les vieux se retrouvent un peu tout seuls et ils attendent tous de leurs enfants. Chaque enfant en Chine va devoir porter ses parents et ses grands-parents. Donc, chaque individu va avoir 4 à porter dans quelques années. Et donc, la cellule familiale... Avec un seul enfant, avec sa politique de l'enfant unique, a encore plus mis la pression sur celui qui reste par rapport à l'Afrique ou Oui, mais la famille qui avait été poussée dehors par la Chine communiste revient en force comme étant la cellule qui va sauver le pays. Et je pense qu'effectivement, c'est la famille qui va sauver la Chine. Quand tu parles de la question du travail, donc on est tous concernés à des échelles de nombres différents, mais on est tous concernés par ça. Et on sait que les évolutions technologiques robotisent un maximum d'emplois, ce qui veut dire qu'il y a une détérioration des emplois en Occident, mais pas que. Donc si d'un côté, de façon tout à fait légitime, il y a énormément de jeunes qui souhaitent un emploi partout dans le monde, mais notamment dans ces 3 grands pays, comment est-ce que tu vois l'équation? Parce que nous, on sait qu'on robotise un maximum, donc on dégrade, on abîme, on en supprime des opportunités d'emploi, donc il faut qu'on se réinvente avec ça. Et eux, comment est-ce qu'ils vont gérer ça aussi? C'est une question qui touche l'ensemble de la planète. Parce que même si la démographie est moins explosive, abondante dans nos pays, on voit bien que la crise de l'emploi est partout. C'est en fait le modèle du capitalisme du 19e, du 20e siècle avec le Fordisme, la production de masse, l'emploi de masse, qui est complètement remis en cause. Aujourd'hui, par le phénomène de la mondialisation, si critiqué, mais pas par moi. On voit que la productivité des machines, les types de biens que l'on produit, y compris dans l'agriculture, permettrait à 10 milliards d'êtres humains de vivre en travaillant une journée par semaine. En gros, c'est ça l'équation. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où le partage des ressources est tel qu'on voit bien la concentration des fortunes sur le 0,1% ou le 1% des plus riches, et puis la prolétarisation, mais y compris dans les pays développés où se développe aujourd'hui la pauvreté, se redéveloppe la pauvreté. Donc, c'est ce modèle capitaliste. Alors, est-ce que c'est le modèle capitaliste qui va se renouveler et trouver des façons de faire face à cela? On a un certain nombre d'indices qui le montrent. Le développement des emplois précaires, la mise en place, qu'on le veuille ou non, d'indemnités de chômage un peu partout dans le monde, y compris développées. La proportion d'Américains qui travaillent maintenant
au sens normal du terme, ne cesse de chuter. Hein, il y a des gens qui sortent du marché du travail, mais surtout, il y a la mise en place d'indemnités, soi-disant d'invalidité, alors qu'il y a des tas de gens qui sont dans cette catégorie-là, en réalité, qui pourraient travailler. Donc, on essaie de sortir les gens et on apprend à gérer une pauvreté de masse avec du low cost. Hein, le low cost, qu'on le veuille ou non, c'est aussi en partie... C'est la consommation adaptée à la baisse adaptée à la baisse importante des revenus de plus de la moitié de la population. Hein. En gros, on a ça. Dans les pays en développement, ils pourraient également choisir un schéma de ce type-là. Et rien ne dit que l'Afrique ou l'Inde ne vont pas inventer un système où, en gros, les très riches et les classes moyennes supérieures vont bien s'en sortir, et puis on va inventer un modèle de low cost pour les autres. La balle est dans le camp aussi des alternatifs. Est-ce que les alternatives vont être capables de mettre suffisamment en avant les solutions qu'ils préconisaient dès les années 60 ? Je pense à Ivan Illich, etc. C'est-à-dire travailler 2 heures par jour, avec des niveaux de productivité élevés. Ce n'est pas le robot qui est en cause. Je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre en cause le robot. Le robot, ça peut être une émancipation extraordinaire pour la population. Non, c'est la distribution des Mais richesses. c'est la distribution des richesses, la distribution du travail. De sorte que la part du travail contraint serait réduite effectivement à un minimum et que la part du travail choisi se représente 80-90% du temps. C'est un début de XXIe siècle qui bute sur cette question. Ça, c'est indéniable. Et est-ce que tu vois dans ces 3 pays des alternatives comme on en voit pousser des tonnes en Occident ? Parce qu'on a plein d'initiatives pour essayer de faire les choses autrement. Est-ce que c'est aussi des choses différentes ? Alors, en Chine, c'est très différent parce qu'en Chine, on a vraiment un modèle de capitalisme d'État très organisé. C'est le parti qui garantit à tous qu'il aura un emploi. Donc, c'est aussi les tremblements qu'on observe depuis l'été 2015, depuis la crise financière chinoise de 2015. Est-ce que les autorités vont être capables de faire face à ce défi ? Pour ce qui est de l'Inde et de l'Afrique, qui se ressemblent de ce côté-là par rapport à la Chine. Il y a une explosion d'initiatives parce qu'il faut apprendre à se débrouiller. C'est bien ça qui se passe, n'est-ce pas? Donc la microfinance se développe, les associations se développent. Je le répète, la famille. Alors, ce n'est pas la famille au sens nucléaire du terme, le père, la mère et les enfants. C'est la famille au sens large du terme. Sont des lieux où se crée une nouvelle économie. Pour absorber, pour faire face à ces défis-là. Ça n'est pas le modèle alternatif qui est né en Occident, parce qu'il est né, lui, sur la base d'une famille qui avait disparu. Donc là, les communautés sont obligées de se recréer, on est obligé d'inventer de nouvelles communautés. En Inde et en Chine, on peut dire d'une certaine façon qu'ils vont peut-être inventer le XXIe siècle plus rapidement que nous, parce qu'ils n'ont pas détruit ces institutions de proximité. Je le répète, on l'appelle la famille, mais ce n'est pas la famille, c'est beaucoup plus large que la famille. Par exemple, dans les villes africaines, c'est le village. On retrouve dans les grandes métropoles africaines des gens qui viennent donc des différents villages et qui recréent une sorte d'appendice du village d'origine avec tous les réseaux de solidarité autour de cela. Est-ce que pour l'Inde, ça amène quelque part à renouer avec la sobriété proposée par Gandhi ? Alors, tout à fait. Ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'en Afrique aussi, on a cette tradition-là. Il n'y a peut-être pas eu de gandhisme, mais il y a une habitude de la frugalité. Il suffit de se rappeler des images, par exemple, des Maasai, ces coureurs de fond qui font des centaines de kilomètres à pied par jour. On a appris à vivre simplement. On a appris à partager le repas. Là encore, en famille, mais aussi avec les amis. Donc, il y a des formes de sobriété, de frugalité, qui sont la norme là-bas. Ce qui n'est pas la norme, c'est le mode de développement occidental. Alors, on essaye de leur exporter ce modèle de développement dans le cas de développement des industries automobiles. Hein, on est en train de leur dire, faites comme nous, consommez comme nous. Et pour l'instant, je ne dirais pas qu'il y a une résistance active, mais de facto, il y a une résistance par rapport à ce mode de vie. Alors, quels seraient les défis pour notre monde, et puis après peut-être les défis pour notre pays et pour l'Occident ? Ce que montrent ces 3 continents, c'est que nous pouvons les voir comme une menace, et c'est quand même souvent
la façon dont ils sont présentés, ou les voir au contraire effectivement comme l'opportunité d'un changement en profondeur. Alors, moi j'aime beaucoup les citations, mais il y en a une qui est belle. Le monde est un pot à eau. Quand on a bu, on le passe à autrui. On voit bien que ce n'est pas du tout, pour l'instant, l'état d'esprit dans lequel on se situe nous. Si on a une attitude vis-à-vis de ces pays qui émergent, une attitude, c'est un jeu à somme nulle. Ce qu'ils gagnent, on le perd. On risque de rentrer dans un jeu, en fait, à somme négative. C'est-à-dire qu'on le voit avec les guerres aujourd'hui au Moyen-Orient. Et de ce point de vue-là, la diplomatie française est complètement rentrée dans ce jeu à somme négative. On appauvrit la France, parce qu'on ne va pas me faire croire que l'industrie militaire, ça crée de la valeur. Et évidemment, on appauvrit terriblement. On l'a vu en Irak, en Libye, aujourd'hui en Syrie. Une autre façon, c'est de raisonner en termes de comment on peut créer un jeu à somme positive. Prenons un exemple simple, puisqu'on est à la veille de la fameuse COP21 de Paris, on voit bien que les enjeux, là, sont sur la table. Alors, je viens de lire dans Le Monde, effaré, un titre à la une, « L'Inde, 3e pollueur du monde ». Alors, si on commence la COP21 avec cet état d'esprit, on va avoir un petit problème. Pourquoi ? Parce que, si on regarde le cumul des émissions de CO2, de gaz à effet de serre, ne serait-ce que sur la période 1900 à aujourd'hui, la France a émis 8 à 10% du stock d'émissions qu'il a au-dessus, parce que les émissions de CO2 ne disparaissent pas. C'est-à-dire plus que l'Inde, peuplée, je le rappelle, d'1,3 milliard d'habitants aujourd'hui. 60 millions d'habitants ont émis à ce jour 20 fois plus d'émissions. Si on prend par habitant, l'Inde émet à peu près aujourd'hui 1,7 kg de CO2 par an par habitant. La France, on en est à 10 fois plus. Enfin, les États-Unis en sont à 10 fois plus et la France en est à 5-6 fois plus. Je reviens à mon proverbe. Quand on a bu, on le passe à autrui pour boire. Donc si la rencontre de Paris, ça va être de dire aux pays émergents, il faudrait peut-être penser maintenant à réduire vos émissions, problème. On va aller vers un affrontement, car je ne vois pas ni la Chine, ni l'Inde, et encore moins l'Afrique, accepter cela. D'autant plus qu'on leur avait promis des milliards pour la transition énergétique. Pour l'instant, ils n'ont quasiment rien vu. Par contre, si on regarde la façon dont la France, pour prendre notre responsabilité en main, peut évoluer vers l'après-carbone, on voit bien qu'il faut qu'elle se transforme complètement. C'est ce qu'on appelle le facteur 4. C'est-à-dire que la France doit, population française, doit en l'espace de 20 ans, réduire de 4 fois ses émissions par habitant. Comment ? C'est une révolution extrêmement importante, bien évidemment, et pas seulement technique. On voit bien, à chaque fois, je reviens sur Paris, qu'est-ce que je vois au-dessus par avion? C'est un énorme balai de voitures, il y a des millions de voitures qui circulent. Il y a plus de voitures en France qu'il y en a en Inde, par exemple. Quand même, c'est surprenant. Hein, là encore, je répète, 25 fois plus d'habitants en Inde. C'est encore des travaux, comme j'ai pu voir dans mon quartier, où vous êtes venu là, dans le 13e arrondissement, où les rois du béton, les Bouygues, etc., sont en train de construire encore sur le registre des années 60. Plus je coule de béton, plus je mets de ponts en fer, et mieux je me porte. Puis il faut des parkings, évidemment, donc on installe des parkings. On vous fait croire que la voiture électrique va réduire le problème. Pas du tout. La voiture électrique, pour bien qu'elle recharge des batteries, donc il faut apprendre à rouler beaucoup moins, de façon peut-être plus efficiente, de façon plus collective, et ça c'est une véritable transformation. Est-ce que les Français vont le faire d'eux-mêmes? Eh bien non, c'est ça le problème. Il va falloir que, et je crois que la logique des pays émergents n'est pas complètement idiote, il va falloir qu'on aille vers un affrontement, vers une épreuve de force qui va donner aux politiques le courage, ils n'en ont pas. Donc, la volonté de céder parce que les autres poussent trop fort. Donc, le changement énergétique. Derrière le changement énergétique, c'est l'ensemble, évidemment, des relations économiques et, je pense, des relations humaines qui est en cause. Les campagnes se sont vidées.
Moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir vidé les campagnes pour créer, comme on le voit dans la région parisienne, mais aussi autour de Toulouse, de Lyon, etc., des énormes agglomérations avec des campagnes vides. Et qu'est-ce qu'on fait dans les campagnes vides? On développe une agriculture extrêmement productiviste. On parle beaucoup de bio, mais c'est du bio productiviste. Ce n'est pas du tout du bio qui s'intéresse à la qualité des aliments intrinsèquement et à donner du travail à tout le monde. Donc il y a pour moi une très bonne nouvelle derrière cette montée des menaces, des affrontements, qui est que ça devrait inciter à réfléchir à un autre mode de développement. Et cet autre mode de développement met évidemment, je pense, en avant un besoin de spiritualité. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se retrouvent un peu dans le sens du sacré. La planète, c'est pas pour la sauver, c'est parce que c'est sacré. Le monde animal, le monde naturel, c'est un monde sacré, au sens où on doit respecter ce qui est constitutif des forces de la nature. Oui, une nature qui a toujours été généreuse et qui nous a jamais demandé d'argent en contrepartie, et que la plupart d'entre nous pillons allègrement et privatisons tous ces biens. C'est cette phrase de Gandhi qui disait mais la terre a assez de ressources pour satisfaire les besoins de chacun. Mais pas la cupidité. Mais elle n'en a pas assez pour la cupidité. Et c'est bien cette alternative que Gandhi posait dans les années finalement 1910-1920. Dans le sillage, il faut le dire, Gandhi n'a pas seulement pris son inspiration des racines indiennes, mais dans le sillage aussi aux États-Unis, de gens comme Thoreau, Léon Tolstoï. Ce mouvement alternatif existe à l'échelle humaine depuis très longtemps, puisqu'on le retrouve aussi chez les philosophes grecs. Quand tu parlais des affrontements, donc il y a un certain nombre de personnes effectivement qui voient assez difficilement comment on pourra arriver à basculer de système autrement qu'en passant par quelque chose de délicat, quelle qu'en soit la forme, c'est-à-dire des crises encore plus violentes, des affrontements, donner donc raison au choc des civilisations par exemple. Et je pense que c'est beaucoup l'inertie, on parle de l'inertie des personnes, mais c'est beaucoup l'inertie de nos gouvernants aussi, parce qu'on pourrait tout à fait choisir d'inciter encore plus à changer plutôt que de prendre la voie d'une certaine inertie qui automatiquement va conduire à des affrontements. Qu'est-ce que tu en penses? Arrose sur le baudet. La Fontaine. Les gouvernants ont bon dos. Ils sont à l'image de ceux que nous sommes, j'en suis persuadé. Rien ne m'empêche de refuser de mettre des bulletins de vote, par exemple, à un moment donné, parce que je juge que l'offre politique, comme c'est le cas en France, est une offre oligopolistique, c'est-à-dire il y a une classe politique qui est un petit groupe. Là. On ne prend pas en considération la majorité des gens qui, de par leur non-vote ou leur vote blanc, disent non. Non, mais enfin, pour l'essentiel, malgré tout, c'est marginal, ces non-votes ou ces votes blancs. Pour l'essentiel, nous choisissons nos dirigeants. Alors, si on pense que, comme je le répète, le marché est fermé, c'est comme pour mon pain, si je sors et que je n'ai que 2 boulangers dans le village qui se sont mis ensemble pour décider de fixer le prix, la qualité du pain, etc., eh ben, je vais faire mon pain moi-même, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça le message positif de la période. C'est si on partage cette idée que la planète a 10 milliards d'êtres humains, ça peut être vivable. Je ne dirais pas que ça peut être un paradis, parce que bon, c'est un peu éculé la recherche du paradis perdu. Mais c'est vivable. Si on met en avant des valeurs, de l'empathie, Saint-Exupéry disait bien, on ne voit qu'avec son cœur, n'est-ce pas? Donc regarder les autres avec son cœur. Mais on ne le fait jamais, bien sûr, ça. Si on met en avant l'empathie vis-à-vis des gens, mais aussi vis-à-vis de la nature qui nous entoure, ça nous amène automatiquement, on le voit bien, à la frugalité. Qu'est-ce que c'est que ces tonnes de déchets qu'une ville comme Paris, 3000 tonnes par jour? Mais est-ce que les gens se rendent compte de ce que ça représente? Donc, le changement, il commence par soi-même. Par soi-même, c'est-à-dire individuellement, collectivement, par l'invention de modèles alternatifs, montrer que ça marche, et puis arrêter d'être paresseux.
Je crois qu'il y a aussi une très grande paresse dans les gens qui voudraient que ça soit différent. Ah oui, nous, on voudrait bien recycler nos poubelles, mais on ne peut pas. Non, grande paresse. Et la paresse étant humaine, c'est ça le problème délicat. Comment faire en sorte que ce sentiment bien vivre, tranquille, ne l'emporte pas sur le reste? Je suis un grand optimiste, mais affreusement réaliste. Je pense que c'est sous les grandes difficultés, c'est sous l'accumulation d'une crise vraiment de civilisation que peut-être ces petits ruisseaux alternatifs montreront peut-être que c'est la norme de demain. Bon. Mais attendre le grand jour, attendre qu'on ait des meilleurs dirigeants, je n'y crois pas. Je crois à l'exemple. Vraiment, c'est la seule façon de s'en sortir. Ok, donc l'exemple de chacun. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, une conclusion, quelque chose que tu as envie de dire qui est important pour toi dans cette rubrique sur quel avenir pour l'humanité? Oui, parce que je pense qu'on ne regarde pas assez les autres là-bas, dans les pays dits en développement, etc. Que quand on les regarde toujours avec peur, effroi. Leur dire que là-bas aussi, les mêmes questions se posent. Là-bas aussi, on recherche des solutions. Là-bas, on invente parfois des solutions et que c'est pas idiot d'aller regarder comment on invente des solutions. Je prends l'exemple de la permaculture. La permaculture en France, ça reste un truc purement expérimental. À l'échelle de l'Afrique, à l'échelle de l'Inde, en Chine, c'est beaucoup plus retardé là encore, mais à l'échelle des 2 autres continents, ça fait quand même 3 milliards d'habitants, c'est pas négligeable. On invente des véritables villages entièrement sous permaculture. Je rappelle, la permaculture, c'est cette idée qu'il faut arrêter de traiter la terre comme une poussière, une marchandise qu'on massacre. Il faut apprendre à travailler avec son rythme biologique. Et on s'aperçoit que les rendements de permaculture sont largement suffisants pour nourrir les populations. Ah, pas une population du monde où il y aurait 1% seulement de la planète qui serait paysanne, ou agriculteur, ou entreprise agricole, hein, mais une population agricole qui, à mon sens, de façon optimale, devrait représenter à peu près 20% d'une population donnée, puisque la part des produits alimentaires, de ce qui nous est utile pour nous nourrir, ça représente à peu près 20% de notre budget. Il serait assez logique que 20% de la population active soit dans l'agriculture, mais on est très loin, puisqu'en France, le rêve, c'est d'aller vers 1% de la population. Donc on aura d'énormes tracteurs qui ne pourront effectivement que massacrer les sols, donc de plus en plus d'engrais, de phytosanitaires, etc. Et une qualité de l'alimentation qui se dégrade. L'espérance de vie est un signe extrêmement intéressant. Elle ne cesse désormais de plafonner et de reculer dans les pays dits développés. Ce n'est pas le cas du Japon, c'est le cas en France, c'est en train de se développer. Toutes ces maladies qui sont des maladies de la civilisation du XXe siècle sont en train d'arrêter ce qu'on a appelé le progrès. Donc, comprendre que la notion de progrès, ce n'est pas une notion de progrès technique, technologique ou économique, mais c'est une notion humaine, le progrès humain. Si on s'emparait de ça, c'est-à-dire si on revenait à la philosophie, à raison d'être, de vivre, donc de regarder la mort également en face, je pense qu'on ferait un pas de géant. C'est un économiste qui le dit, donc je pense que les philosophes ne peuvent être que contents. Jean-Joseph, il y a quelque chose d'essentiel que tu voudrais nous dire? Oui, toute cette discussion qu'on a eue, notamment sur les alternatives, sur les solutions, m'amène à considérer que le point central, c'est la question de la violence ou de la non-violence. Et on s'aperçoit que non seulement Gandhi, mais je parlais de Thoreau, de Tolstoï, etc., ont mis la question de la non-violence au cœur de leur alternative, de leur modèle alternatif. Et pourquoi? Parce que je parlais d'empathie vis-à-vis des autres, de compassion, du pot qu'on passe à autrui. Ça n'est possible que si on extirpe une bonne fois pour toutes ce qui a été quand même l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire, et je peux le comprendre d'ailleurs. La violence était au cœur de tout le système. Violence vis-à-vis des animaux parce qu'on était carnivore, violence parce qu'on était aussi dans un monde violent et qu'il fallait donc se défendre.
tant que la violence reste au cœur du système, de notre système mental, y compris vis-à-vis des enfants, de sa femme, etc., on ne peut pas aller vers une transformation. Quand Gandhi met la non-violence, Ahimsa, au centre de son modèle alternatif, il dit que c'est un moyen, mais ça devient une fin en soi. De quoi? La satyagraha, la recherche de la vérité. Pourquoi? Chacun a sa vérité, d'une certaine façon. C'est vrai, ça. Et donc, si on n'est pas tolérant vis-à-vis de l'autre, si on n'accepte pas d'écouter l'autre, on ne respecte pas l'autre, et donc on rentre dans un monde d'affrontement entre les uns et les autres. Swadeshi, mon pays, ce que voulait dire Gandhi, c'est ma localité, mon lieu, suppose la non-violence parce que être bien chez soi, c'est ne pas être attaqué par les autres. On le voit bien dans le monde moderne où les guerres sont permanentes. Et pas seulement les guerres chez les autres, les sauvages, mais les guerres que nous provoquons massivement aussi. Et puis le troisième, c'est Swadeshi, Satyagraha, la vérité, et puis la chakra. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi Gandhi était roué tous les jours, filait son propre textile, et ce qui renvoie à l'idée d'autonomie, aussi d'autoproduction. Et pour un économiste, c'est très important, ça. Eh bien, parce que dans l'industrie moderne, qu'on le veuille ou non, il y a une dose de violence considérable. Je pense que Gandhi lui-même considérait que sa proposition était une utopie. L'Inde des villages, de la petite industrie villageoise, le refus de la grande industrie des grandes infrastructures. Mais dans chaque utopie, il y a un message fort. Ce message fort, il est que si chacun peut produire le maximum de ce qu'il peut, on évite, on réduit, on va dire, les structures modernes, dites modernes de l'industrie, y compris dans les services, c'est de l'industrie, à une portion congrue. Et donc on réduit la part de la violence qui est contenue dans cette économie dite moderne. Donc la condition d'une société évoluée, post-moderne, certains diraient, ça fait bien de dire post, c'est que la non-violence devienne vraiment la norme essentielle dans les relations humaines, dans les relations à la nature, dans les relations au travail. Voilà pourquoi je crois que la non-violence, c'est pas éviter que des révolutions soient sanglantes, c'est faire en sorte que le changement soit un changement non violent et donc porteur de sociétés non violentes. Et ben voilà, je te remercie d'avoir pu apporter cette pierre essentielle à l'édifice. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui pouvait le porter, et toi, tu as suffisamment de connaissances de l'Inde et de la non-violence et des messages de Gandhi pour... Parce qu'en Afrique, c'est un message très important aussi, et parce que j'étais étonné de voir que dans la société chinoise, les Chinois ont beaucoup souffert de la violence dans leur histoire millénaire. C'est une grande histoire millénaire, mais ils ont beaucoup souffert de cette violence. Et je sens qu'il y a une certaine légitimité du Parti communiste chinois qui tient à ce refus de rentrer dans des campagnes violentes. Et donc, il y a une sorte de résistance latente, non violente en réalité, à ce modèle développé par en haut par le Parti communiste. Je te remercie. Merci à vous.